Et donc, on va donner la parole tout de suite à Maître Angélique Wenger pour nous parler de l'information du patient, sujet très important. Il faut que j'attende un petit peu. Messieurs, si vous voulez vous asseoir, que l'oratrice puisse commencer à parler. Merci. J'attends peut-être. Il paraît que ça va vous faire asseoir. Voilà, bonjour à tous. Merci infiniment à l'Académie de chirurgie de m'avoir invité à ce colloque. Je dois parler donc et vous informer sur l'information du patient, dont on a déjà beaucoup parlé en première partie, qui pour certains est l'écume de la vague, pour d'autres un élément fondamental de la relation médecin-patient. Vous l'aurez compris. Alors, l'information, vous l'aurez compris, c'est l'obligation déontologique du médecin, qui peut être sanctionnée par la chambre disciplinaire de première instance, puis nationale de l'ordre des médecins. C'est également une obligation civile. Alors, faut-il quand même comprendre son fondement? Son fondement, c'est le droit du patient. Le patient est un sujet de droit qui a des droits, qui a le droit d'être informé. Pourquoi? Pour consentir à l'acte qui lui est proposé et pour, n'en déplaise à certains chirurgiens, le refuser le cas échéant. Alors, cette obligation est évidemment codifiée à la fois dans le Code civil à l'article 16.3, également dans le Code de déontologie qui est inséré dans le Code de la santé publique à l'article 35 que vous connaissez très bien, et puis également depuis la loi dite Kouchner du 4 mars 2002, qui pour la première fois codifie l'information, le devoir d'information, l'étendue de ce devoir d'information, et qui également crée la possibilité pour le patient d'avoir accès à son dossier médical et donc à l'ensemble des informations sur sa santé, ce qui suppose, et c'est préférable tout de même, qu'il ait été informé avant de découvrir son dossier médical. Alors, mon souhait est double par cette petite intervention de quelques minutes. C'est d'une part de vous rappeler quelle est l'information, qui informer, comment informer et de quoi informer, et puis de vous donner quelques clés dans l'hypothèse où certains d'entre vous, un jour dans leur vie médicale, seraient amenés à rencontrer un magistrat qui se prononcerait sur le respect ou non de ce fameux devoir d'information. Alors, qui informer? Évidemment, le patient majeur, je dirais que ça va de soi, mais ça n'est pas toujours si simple. D'une part, parce que vous le savez, vous êtes tenu au secret et que le patient ne vient pas systématiquement seul pendant la consultation. Il peut désormais venir accompagné de la personne de confiance qu'il aura préalablement désignée et qui peut, elle aussi, recevoir l'information pour ensuite conseiller le patient majeur. Le patient majeur, lorsqu'on parle du patient majeur, c'est le patient majeur capable, c'est-à-dire en mesure de recevoir l'information que vous allez lui donner et qui est en mesure de consentir. C'est donc le cas du patient majeur sous curatelle, qui a le droit de consentir de lui-même aux soins. En revanche, et vous le savez probablement, ça n'est pas le cas du majeur sous tutelle. Vous pouvez lui délivrer une information en fonction de sa capacité de compréhension. En revanche, seul le tuteur peut consentir à l'intervention. Vous me direz, évidemment, encore faut-il savoir que le patient est placé sous tutelle. Le patient ne vous le dit pas systématiquement. Alors, ça pose évidemment une difficulté pratique, j'en ai bien conscience. Fiez-vous à votre sens diagnostique et peut-être verrez-vous qu'il y a des risques que votre patient soit placé sous tutelle, auquel cas vous pouvez éventuellement l'interroger. Le problème qui se pose souvent, c'est l'information du patient mineur maintenant. Le patient mineur peut être informé et vient souvent, en principe, avec une personne adulte à côté de lui que vous supposez être le titulaire de l'autorité parentale.
Alors, je me permets quand même de vous rappeler que le consentement n'est pas donné par le mineur lui-même, mais par les titulaires de l'autorité parentale. Alors, il y a, vous le savez peut-être, dans le Code civil, une disposition qui permet à un des titulaires de l'autorité parentale, bien souvent quand même l'un des parents, de consentir à un certain nombre et de faire des choix pour son enfant en partant du principe que l'autre parent est d'accord. Ceci étant, ça ne concerne que les actes usuels. Alors se pose évidemment la question de la définition de l'acte usuel, qui n'est pas clairement définie par la jurisprudence. Retenez qu'on considère que la chirurgie n'est pas un acte usuel. Toute atteinte qui risque de porter... Toute atteinte à l'intégrité corporelle n'est pas un acte usuel. Donc, en tant que chirurgien, vous devez de recueillir le consentement des deux parents. Et à cet égard, je me permettrai d'appeler votre vigilance sur 2 points. En premier lieu, lorsque le mineur vient accompagné d'un adulte, ça n'est pas nécessairement le titulaire de l'autorité parentale. Et ça n'est pas parce qu'il l'appelle papa ou maman, peut-être que ce cas se développera de plus en plus d'ailleurs, qu'il est nécessairement titulaire de l'autorité parentale. Donc vous devez, vous, chirurgien, faire extrêmement attention. En second lieu, il n'est pas possible de procéder à une intervention chirurgicale, comme je vous le disais, sans l'accord des 2 titulaires de l'autorité parentale, des 2 parents, disons plus simplement. Je ne peux que vous engager, pour éviter d'éventuelles difficultés ultérieures, à faire signer un consentement des 2 parents, après évidemment qu'ils aient été informés de l'intervention projetée. Alors maintenant que vous savez qui informer, de quoi informer exactement le patient? Alors premièrement, du coût, du montant de vos honoraires, qui doivent au demeurant être affichés dans la salle d'attente, bien que ce ne soit pas toujours le cas, du coût de l'acte, mais également de leur prise en charge par les organismes sociaux. Alors ça, c'est pour la période pré-opératoire. En ce qui concerne l'acte médical, et toujours évidemment en période préopératoire, l'article L1111-2 du Code de la santé publique définit l'étendue de l'obligation d'information. Elle est assez large, vous allez le voir. Les investigations, traitements ou actes de prévention, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les conséquences du refus, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Doit-on y inclure les risques exceptionnels, puisque c'est une question qui est souvent posée par nos clients? Eh bien, oui. Qu'est-ce qu'on considère et qu'est-ce que la jurisprudence considère comme risque exceptionnel? Je vais vous en livrer quelques exemples, qui ne sont évidemment pas du tout exhaustifs. Une cécité après un acte de kératoplastie, une paraplégie après une cure de hernie discale, et pour voir régulièrement des chirurgiens orthopédistes, il est vrai qu'ils insistent assez peu sur les conséquences neurologiques et sur le risque de paraplégie ou de syndrome de la queue de cheval. C'est exact, mais c'est certes exceptionnel, mais ça doit faire l'objet d'une information auprès du patient. Alors, les magistrats sont très exigeants, effectivement. Ceci étant, vous ne devez informer que de ce qui est répertorié dans la littérature médicale. Et les magistrats, jusqu'à présent, n'ont pas été jusqu'à demander aux chirurgiens d'informer de risques qui ne seraient pas encore connus. Donc, soyez rassurés. Alors, maintenant que vous savez que vous devez informer des risques exceptionnels, faut-il tout dire aux patients? C'est une question qui est régulièrement posée et que se posent certainement beaucoup de chirurgiens. Alors, il y a eu, jusqu'en 2012, une certaine forme de contradiction entre les obligations posées par la loi du 4 mars et l'article 35 du Code de déontologie, qui permettait aux praticiens de ne pas informer, ou en tout cas de donner une information un petit peu plus légère, dirons-nous, pour des raisons légitimes ou dans l'intérêt du malade. Alors, sachez que depuis 2012, l'intérêt du malade, c'est d'être informé. Et ce n'est pas ce que vous pensez, vous, chirurgien, être de l'intérêt du malade. Vous devez informer le patient, quoi que vous en pensiez. Ça ne signifie pas pour autant que vous ne devez pas faire un peu preuve de pédagogie
voire de diplomatie, et de tenir compte tout de même de la personnalité dans l'annonce d'un diagnostic, dans l'annonce des traitements. On peut tout à fait envisager que l'information soit délivrée au cours de plusieurs consultations. Il n'en demeure pas moins que seul le patient reste maître des décisions médicales le concernant et par voie de conséquence, vous devez intégralement l'informer. Il y a quand même quelques exceptions que nous n'aurons pas tellement le temps d'évoquer. C'est l'impossibilité, l'urgence. Alors, quelle urgence ? Elle est effectivement difficile à déterminer, mais une intervention programmée n'est jamais une urgence. Et le refus du patient. Le patient peut refuser d'être informé, ce qui n'est évidemment pas sans poser de difficultés. Alors se pose maintenant la question de comment informer et comment rapporter la preuve, puisqu'on en a déjà parlé. Ça y est ? Ah, écoutez, on me laissera peut-être quelques minutes, si c'est moi qui sonne déjà. Si la cloche veut bien me laisser encore quelques minutes, je les prendrai volontiers. Et je sais que Madame dit qu'il laisse 3 minutes. Alors, l'information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel, ce fameux colloque... ce fameux colloque singulier, et doit être clair, loyal et approprié, c'est-à-dire que vous devez quand même éviter d'employer des termes trop spécialisés qui ne seraient pas compris ou mal interprétés par les patients. Alors j'ai bien conscience que tout cela est un exercice extrêmement difficile pour les médecins, comme d'ailleurs pour les avocats qui utilisent des termes juridiques qui ne sont pas toujours compris, mais il faut quand même que vous mettiez à la portée de la personne que vous avez en face de vous. Il faut également, et ça c'est un conseil d'avocat, éviter des phrases trop emphatiques. Quelles que soient les qualités de votre chirurgie, nous entendons souvent au cours des opérations d'expertise le patient répéter mon chirurgien m'a dit mais après vous allez courir comme une gazelle. Elle avait déjà assez peu le profil de la gazelle avant et je dois dire qu'après l'intervention elle est paraplégique et elle se rappelle parfaitement de ces quelques mots du chirurgien. Il en est de même pour les sourires de star. Bon, c'est très subjectif. Mais les patients qui ont une mémoire sélective se rappellent quand même de ces phrases un petit peu choc qui ont été prononcées par le chirurgien, dont le chirurgien ne se rappelle absolument plus, mais les patients, eux, s'en rappellent. Donc il faut quand même être extrêmement vigilant, il faut être pédagogue, mais il ne faut pas trop en rajouter tout de même sur les résultats escomptés de l'intervention, puisque, on le sait bien, et ça n'est pas nécessairement de votre faute, mais les résultats ne correspondent pas nécessairement aux belles promesses. Alors, le dialogue est primordial, vous l'aurez compris, vous êtes des techniciens, mais vous devez être également d'excellents hommes de communication, puisque les experts doivent se prononcer quand même lorsqu'ils sont désignés sur la qualité de l'information qui a été délivrée. Alors, l'entretien individuel, c'est très bien, mais ça n'est pas suffisant. À tout le moins, faudrait-il que le contenu de cet entretien individuel soit retranscrit dans le dossier médical. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Si vous pouvez rajouter d'ailleurs les réactions qu'a eues le patient à l'annonce de certaines choses, de la chirurgie ou des conséquences, c'est un élément qui permettra à l'expert et ensuite au magistrat de se prononcer sur le respect de cette obligation d'information. Alors, vous avez vos petits schémas, les chirurgiens sont souvent de très bons dessinateurs. Ça ne suffit pas parce que c'est très bien pour la technique, mais pour les risques et les risques de paraplégie, le schéma, généralement, ne dit rien. Alors, il faut aussi une lettre au médecin traitant, et ça, c'est bien, de préférence dictée devant le patient avec cette mention dans la lettre, parce que ça fait partie des éléments qui sont pris en considération par les magistrats. Le formulaire d'information et de consentement avec un formulaire rempli, daté, avec quand même la nature de l'intervention. Quand on voit des formulaires de consentement, sans même qu'on parle de la nature de l'intervention qui va être pratiquée, vous comprenez bien qu'ensuite, dans l'appréciation de la responsabilité, généralement, le chirurgien est placé en difficulté. Pour la signature, alors la HAS, j'ai bien entendu, j'ai bientôt terminé, la HAS recommande de ne pas faire signer cette fiche de consentement. C'est une appréciation que
pour ma part, je ne partage pas tout à fait, parce que on ne peut pas apporter la preuve de ce que vous avez remis, ce formulaire, s'il n'est pas signé. Alors, un formulaire donné à la va-vite en accompagnant le patient à la porte ou alors donné par la secrétaire la veille de l'intervention, ça ne va pas et cette signature ne vaut rien. En revanche, le formulaire permet quand même de conforter l'information qui a été délivrée. Le magistrat va se servir de tout un tas de faisceaux d'indices. Madame Diby en parlera peut-être. Et je souhaiterais quand même vous donner deux petits exemples jurisprudentiels de l'appréciation par les magistrats de ce faisceau d'indices. Le premier qui concerne justement ce document qui est remis à la patiente, intitulé « Attestation de consentement du patient », est rédigé en des termes très généraux et ne contient aucune mention relative à la technique, aux raisons de son choix, ni aux risques spécifiques ou non qui sont attachés, notamment celui d'un raccourcissement du membre inférieur et d'une boiterie qui s'est effectivement réalisé. Et on retient un défaut d'information, c'est la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 avril dernier. Un dernier exemple en matière de chirurgie orthopédique que je trouve intéressant à plusieurs égards, évidemment, il s'agit d'un arrêt de cour d'appel, mais qui reprend quand même globalement l'ensemble des modalités du devoir d'information. Je me permettrai de vous le lire. Si mademoiselle G n'a pas signé de consentement éclairé, donc elle n'a pas signé de consentement éclairé, pour autant, on envisage quand même le devoir d'information. Il est néanmoins établi que préalablement à l'intervention, l'entretien individuel prévu à l'article L1101 a bien eu lieu, puisque mademoiselle G a indiqué à l'expert judiciaire que le professeur lui avait montré sur un squelette en plastique de quoi il s'agissait et lui avait expliqué l'intervention, la qualifiant d'intervention courante dont les résultats étaient bons et que si elle était opérée, elle pourrait reprendre ses activités au bout de 3 mois. Donc il y avait quand même une information. En revanche, elle n'était pas suffisante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne portait pas sur les risques, mais simplement sur la technique opératoire et les alternatives. Et la Cour d'appel relève qu'en revanche, il apparaît que le professeur B ne l'a pas complètement éclairé sur l'ensemble des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, puisque lui-même a reconnu devant l'expert que s'il parlait des risques d'hématome, d'infection, de persistance de douleur, il lui a avoué ne pas parler ou peu parler d'un déficit neurologique possible. Le fait que le professeur B soit un éminent spécialiste n'est pas non plus suffisant et n'est malheureusement pas une garantie du respect du devoir d'information. Alors voici quelques clés pour éviter peut-être un jour d'être condamné. Je laisse la parole maintenant à Madame Diby qui va vous parler de la réparation de cette obligation, du non-respect de cette obligation.